Lorsque des arbres sont parfaitement alignés l'un en face de l'autre sur un sentier, c'est un portail. Il y a 2 semaines et demie, mon chien est mort de manière totalement inattendue. Je l'ai très mal vécu, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Il faisait partie intégrante de ma vie quotidienne et son absence a laissé un vide constant dans la maison. Je suis marié, nous avons 4 enfants et je travaille beaucoup, donc il est rare que je me retrouve seul chez moi. Il y a environ 1 semaine, cela est pourtant arrivé. Pour la première fois depuis sa disparition, la maison était silencieuse et vide. Sans vraiment savoir pourquoi, j'ai décidé d'aller m'allonger quelques minutes dans mon lit. Je suis monté à l'étage et j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi. Le panier de mon chien se trouvait juste devant ma porte, au bout du couloir. Pendant des années, j'ai entendu le même rituel. Le bruit de ses petites pattes dans l'escalier, les marches qui craquent dans cette maison de 50 ans, puis le claquement de ses griffes sur le parquet avant qu'il ne se couche devant la porte. Alors que j'étais allongé, j'ai entendu exactement cela. D'abord des pas légers dans l'escalier. Les marches ont grincé comme elles l'ont toujours fait. J'ai immédiatement été surpris, car je savais que j'étais seul. Les pas ont continué jusqu'en haut des escaliers. Puis j'ai entendu le bruit très distinct de ses griffes sur le sol en bois, avançant dans le couloir, avant de s'arrêter juste devant ma porte, à l'endroit précis où se trouvait son panier. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai appelé à voix haute, un peu nerveux. J'ai dit bonjour plusieurs fois, demandant s'il y avait quelqu'un. Il n'y a eu aucune réponse. Le silence est retombé, lourd et oppressant. D'un bond, je suis sorti du lit et j'ai ouvert la porte. Le couloir était vide. Il n'y avait rien, pas un mouvement, pas un bruit. Je suis descendu immédiatement au rez-de-chaussée. J'ai vérifié toutes les portes. Elles étaient toutes verrouillées, exactement comme je les avais laissées. La maison était toujours aussi vide. Quand j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit que c'était le deuil, que mon esprit me jouait des tours, que le cerveau pouvait recréer des sons familiers quand on souffre. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais au fond de moi, quelque chose résiste à cette explication. Ce que j'ai entendu était trop précis, trop reconnaissable. Ce n'était pas un bruit vague ou une impression floue. C'était exactement lui. Même en écrivant ces lignes, j'en ai des frissons. Je ne sais pas si je perds la tête, si mon chagrin a pris une forme étrange, ou si quelque chose est venu me rappeler qu'il n'était peut-être pas parti aussi loin que je le croyais. Depuis ce jour, je ferme la porte de ma chambre un peu plus lentement, comme si j'attendais encore d'entendre ses pas s'arrêter de l'autre côté. J'avais 20 ans quand c'est arrivé, et l'événement est déjà étrange en soi tel qu'il s'est produit. Mais je vais aussi mentionner ce qui s'est passé quand j'avais environ 12 ans. Ignore cette partie si tu penses qu'elle n'est pas pertinente ou qu'elle va à l'encontre des règles. Il y a aussi d'autres éléments, comme une sorte de prémonition, mais je pense que c'est le meilleur endroit pour raconter tout ça. Alors, voilà ce qui s'est passé. Je traversais ce tunnel assez souvent, au moins une fois par mois, et généralement même plus fréquemment à cette période. Il y a un endroit près de la sortie où la lumière du soleil entre, en plus d'un éclairage artificiel assez faible. Des années avaient passé depuis l'événement survenu quand j'avais environ 12 ans, je n'y pensais absolument plus, puis soudain je me suis souvenu qu'à cet endroit précis, quelque chose d'étrange s'était produit. Je me suis dit, ah oui, c'était bizarre, et j'ai continué à marcher. En approchant de l'endroit, j'ai vu un mendiant assis sur un carton. Il utilise souvent ce tunnel. Mais ce mendiant ne ressemblait en rien à ceux que l'on voit d'habitude. Il était assis là avec une boîte en métal contenant de l'argent, mais ses vêtements étaient étranges. Je n'arrive pas vraiment à expliquer, c'était comme des habits que des jeunes pourraient porter aujourd'hui en cosplay d'elfes modernes. Rien de trop extravagant, plutôt usé, mais quand même bizarre. Et son visage. Il avait mon âge, environ 20 ans, les cheveux courts et blonds, et il était parfait d'une manière indescriptible. Pas comme un véritable elfe ou quelque chose de ce genre, mais il y a ces personnes qui sont si belles que ça en devient presque douloureux à regarder. Sa peau ressemblait à de la porcelaine, absolument parfaite, et il a levé les yeux vers moi avec des yeux bleu ciel dignes d'Instagram,
rempli de tristesse. Je n'arrivais tout simplement pas à croire à quel point cet homme agenouillé était parfait. Je me suis dit intérieurement pourquoi tu ne fais pas mannequin au lieu de mendier, parce qu'on voit rarement des gens comme ça. Bon, d'accord, peut-être qu'il avait des problèmes qui l'empêchaient de travailler à cet âge, tout est possible. Mais ce que j'ai ressenti, c'était une sensation de sainteté, comme si j'étais en présence de quelque chose que je n'étais même pas censé voir. Pourtant, dans l'ensemble, il ressemblait simplement à un jeune homme incroyablement beau, mais autrement normal. Puis je suis passé devant lui, et soudain j'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. Je me suis retourné, et il n'était plus là. Je l'avais dépassé à moins de 2 mètres, et j'ai même vu le moment où il a disparu, à peine. Ce n'est pas comme s'il avait pu s'enfuir aussi vite. C'était un tunnel sans porte ni sortie. Il n'y avait que quelques personnes à l'intérieur, et quand il a disparu, j'étais juste à côté, pas de l'autre côté de la rue ou ailleurs. Le carton était toujours là, mais lui avait disparu, comme ça. Et pour rendre tout ça encore plus étrange, la même chose est arrivée exactement au même endroit, cette fois quand j'étais avec ma mère. Il y avait un homme terriblement défiguré, avec un visage qui me terrifiait. Il ne demandait pas d'argent, il se tenait simplement là, mais il dégageait quelque chose de maléfique. Je suis moi-même handicapé, je ne discrimine pas, mais ce visage n'allait pas du tout. C'était comme si sa peau coulait de son crâne. Peut-être qu'il ne semblait même pas mauvais, juste profondément anormal. J'ai demandé à ma mère ce qui n'allait pas chez cet homme, et elle m'a dit qu'il était simplement malade, mais je voyais bien qu'elle était inquiète. Et encore une fois, juste au moment où nous sommes passés devant lui, j'ai vu un mouvement, je me suis retourné, et il n'était plus là. Disparu. Et encore une fois, c'était un tunnel, et dans les 2 cas je marchais vers la sortie, il n'aurait pas pu s'en aller. Je lui ai demandé où il était passé. Ma mère a regardé en arrière et elle était terrifiée. Elle a dit qu'il avait dû s'enfuir, mais je savais qu'elle mentait. Elle avait peur. Et ce à quoi j'avais pensé juste avant de voir ce jeune homme, c'était justement à cette personne défigurée au visage qui semblait se dissoudre. Je n'y avais pas pensé depuis des années, et puis soudain, au moment où cela s'est reproduit, j'ai ressenti cette étrange impression de bug dans la réalité. J'ai demandé à ma mère si elle se souvenait de cet homme qui avait disparu, et elle a insisté en disant qu'il avait simplement couru, mais oui, elle l'avait bien vu. Puis, quand j'ai eu 20 ans, elle a finalement admis que l'homme ne semblait ni malade ni handicapé. Il avait l'air faux, comme si l'image d'un homme avait été étalée et déformée. Elle ne voulait pas m'effrayer à l'époque, mais elle l'a reconnu plus tard, quand je lui ai parlé du jeune homme. Tu peux ignorer le premier événement, puisque j'avais 12 ans. Tu peux ignorer le fait que je me sois souvenu du premier juste avant le second. Mais ce jeune homme, complètement hors de propos, disparaissant d'une manière que j'ai presque vue de mes propres yeux, avec ce léger mouvement, c'était vraiment étrange, comme un bug dans la réalité. La nuit dernière, j'ai acheté une boîte de 30 disposée en 6x5. En rentrant à la maison, je me suis rendu compte qu'un œuf était cassé. La boîte étant compostable, j'ai découpé la partie abîmée, jeté l'œuf cassé, puis j'ai pris un œuf intact que j'ai cuisiné devant tout le monde dans la cuisine. Après ça, je suis allé me coucher avec exactement 28 œufs restants dans la boîte. Il est absolument impossible que j'ai pris un œuf en plus dans le réfrigérateur ou que je me sois trompé en comptant. Nous n'avions strictement aucun œuf à la maison avant cet achat. Le matin suivant, j'ai utilisé 2 œufs supplémentaires pour préparer une omelette. Il restait donc 26 œufs dans la boîte. La boîte était posée sous une étagère de table dans la cuisine. Plus tôt dans la journée, nous avions nettoyé la cuisine à fond. Le sol autour de la boîte avait été balayé puis lavé. Il était parfaitement propre. Aucune trace de liquide, aucun résidu, rien du tout. Un peu plus tard, sans bruit ni mouvement particulier, nous avons remarqué une éclaboussure fraîche d'œufs crus sur le sol près de la boîte. La quantité correspondait clairement à au moins un œuf entier. Il n'y avait aucun morceau de coquille nulle part. Nous avons immédiatement vérifié la boîte et elle contenait toujours 26 œufs. Nous étions certains que le sol était propre 10 minutes auparavant. L'œuf était donc apparu dans cet intervalle très court, sans que personne ne s'en approche.
Nous avons commencé à échanger des hypothèses, puis nous avons décidé de transférer les œufs dans une autre boîte pour recompter calmement. Nous l'avons fait à 3, chacun observant attentivement. Nous avons déplacé les œufs un par un dans la seconde boîte. En les comptant ensemble à voix haute, nous sommes arrivés à 24 œufs et non à 26. Cette différence nous a immédiatement mis mal à l'aise. Pensant avoir fait une erreur, nous avons remis les œufs dans la boîte d'origine. Contre toute attente, les 26 emplacements étaient à nouveau remplis. Pour rendre la situation encore plus étrange, la seconde boîte ne contient que 25 emplacements. Pourtant, après y avoir placé les œufs, un seul emplacement était vide. Les chiffres ne correspondaient à aucune logique. Nous avons recommencé le comptage, changé l'ordre, observé chaque œuf individuellement, mais le résultat semblait se modifier selon la boîte utilisée. Je pensais devenir fou. C'est la chose la plus effrayante et la plus déroutante qui me soit jamais arrivée. Il y a environ 3 jours, je terminais ma séance de sport à la salle et je rentrais directement chez moi. Il était un peu tard, vers 22h30, et sur le chemin du retour la salle est proche donc je rentrais à pied, je suis tombé sur un chat errant plutôt amical, à en juger par son apparence, affamé. Il m'a suivi et je me suis dit pourquoi pas le nourrir. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai vu mon frère à travers la fenêtre de la cuisine. J'allais lui demander de m'apporter de la nourriture pour chat ou un peu de viande qu'il pourrait trouver dans la maison, parce que si je laissais le chat seul ne serait-ce qu'une minute il risquait de partir. Mais comme mon frère était en train de manger, je ne voulais pas le déranger. Alors j'ai laissé le chat entrer dans le couloir et je l'y ai laissé. La première chose à laquelle j'ai pensé a été de rendre la ceinture de musculation que j'avais empruntée à mon frère, alors je suis allé rapidement dans sa chambre. En ouvrant la porte, j'ai cru que la pièce était vide et j'ai simplement jeté la ceinture par terre. Eh bien, elle ne l'était pas. Mon frère, surpris par le bruit, s'est instantanément réveillé. J'ai allumé la lumière et je lui ai demandé si tu viens vraiment de passer de manger à dormir en littéralement 30 secondes. J'étais déjà un peu choqué, même effrayé, parce que je savais que c'était impossible. Il avait à peine la force d'ouvrir les yeux, encore moins de parler. J'ai immédiatement compris qu'il dormait depuis un moment. Je me suis donc excusé de l'avoir réveillé et j'ai quitté la chambre. En traversant le couloir, mon cœur battait à tout rompre. Je savais que j'avais vu mon frère très clairement dans la cuisine une minute plus tôt. En entrant dans la cuisine en état de panique, il n'y avait personne à table. Il n'y avait même pas de nourriture sur la table comme celle que je l'avais vu manger, ni l'assiette qui était devant lui. Le t-shirt que je l'avais vu porter était bien celui qu'il avait mis ce jour-là. Il n'y avait absolument personne dans la cuisine. Je me suis alors dit que c'était peut-être ma mère qui était assise à la place, il n'y avait pas d'autre explication. Elle se trouvait dans la pièce à côté, la porte ouverte, en train de regarder une émission de télévision. Je suis allé la voir et je lui ai demandé si elle était dans la cuisine quelques minutes auparavant. Elle m'a répondu non, je t'ai entendu entrer dans la maison, mais il n'y a eu aucun autre bruit depuis 1 heure, et aucun bruit ne venait de la cuisine. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu peur, même si j'étais aussi très curieux. Mes pensées partaient dans tous les sens cette nuit-là. J'ai dormi avec la lumière allumée. Et avant que quelqu'un ne me le demande, ça ne m'a pas empêché de nourrir le chat errant. Le lendemain, j'ai tout raconté à mon frère, il en a juste ri, mais je sais ce que j'ai vu. J'en suis sûr à 100%. Il y a 3 mois, j'avais emmené mon chat chez mon père. À l'extérieur de la maison, il y avait 3 chiens très agressifs, donc il était évident que le chat ne devait surtout pas sortir et devait rester enfermé à l'intérieur. Tout le monde faisait très attention à cela et je gardais toujours un œil sur les portes. À un moment donné, je suis sorti par une vieille porte en bois massif, du genre extrêmement lourde, celle qu'il faut pousser avec beaucoup de force pour la fermer correctement. En sortant, j'ai complètement oublié de la refermer. Mon chat se trouvait juste dans la pièce à côté et rien ne m'a alerté sur le moment. Je me suis même mis à appeler les chiens de mon père pour les caresser. Pendant qu'ils s'approchaient, calme mais rapide, une pensée m'a traversé l'esprit d'un coup. La porte.
Je me suis retourné immédiatement, le cœur accéléré, certain d'avoir laissé le passage grand ouvert. À cet instant précis, j'ai vu la porte se refermer violemment, comme si quelqu'un venait de la claquer. Pourtant, il n'y avait personne derrière moi. Ce n'était pas une porte légère qui aurait pu bouger avec un courant d'air. C'était une porte d'entrée épaisse, lourde, ancienne, qui d'ordinaire ne se ferme jamais toute seule. Les chiens étaient déjà proches et, si la porte était restée ouverte, mon chat aurait pu sortir ou être repéré en quelques secondes. Après avoir compris que la porte était bien fermée, j'ai senti un frisson me parcourir. J'ai vérifié la poignée, puis la serrure, comme si j'espérais y trouver une explication logique. Rien n'indiquait qu'elle avait été touchée. Mon chat, de son côté, était toujours à l'intérieur, tranquille, sans se douter de ce qui venait peut-être d'être évité. Plus tard, en racontant l'histoire à ma famille catholique, ils ont affirmé sans hésiter que c'était Dieu qui m'avait protégé et qui avait sauvé mon chat. Je n'ai jamais partagé cette croyance et je ne crois pas aux interventions divines. Pourtant, malgré toutes mes tentatives pour rationaliser ce moment, je n'ai jamais réussi à comprendre ce qui s'est réellement passé. Depuis ce jour, chaque fois que je repense à cette porte, j'ai la désagréable impression que quelque chose a agi à ma place, sans me demander mon avis, et sans jamais se manifester à nouveau. Je viens de me souvenir de cette chose vraiment étrange qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Ça ressemble un peu à quelque chose de paranormal, mais j'ai toujours été mal à l'aise avec l'idée des fantômes et des esprits, et cet événement ne m'a pas donné l'impression d'une présence paranormale. Je faisais des courses avec ma mère dans un grand magasin assez spacieux, et mes 2 frères et sœurs qui étaient avec nous sont partis dans une autre boutique. Ce n'était pas un endroit très fréquenté, donc même si le magasin n'était pas vide, il était plutôt calme. Ma mère et moi montions ensemble sur un escalator assez haut, et il n'y avait personne d'autre dessus à ce moment-là. Nous sommes arrivés au milieu de l'escalator, exactement entre 2 étages, et c'est là que je l'ai entendu. Quelqu'un a murmuré mon prénom, juste à mon oreille. J'ai aussitôt tourné la tête vers ma mère en pensant que c'était elle qui avait parlé, mais elle me regardait déjà, tout aussi perplexe, comme si elle avait entendu la même chose. Je lui ai demandé, « Tu as entendu ça ?» et avant même qu'elle puisse répondre, c'est arrivé de nouveau. Quelqu'un a murmuré mon prénom, un peu plus fort cette fois. C'était presque comme si quelqu'un se tenait juste derrière moi. Ma mère l'a entendu aussi, et à ce moment-là je me suis mise à regarder partout autour de nous pour voir si l'une de mes sœurs me faisait une blague depuis un autre étage. Mais elles étaient introuvables, et de toute façon cela n'expliquerait pas comment elles auraient pu projeter leur voix au point que ça paraisse littéralement à côté de moi. En réalité, je ne voyais absolument personne, ni à l'étage au-dessus ni à celui en dessous. Il n'y avait que ma mère et moi. Seul. Alors qui diable a murmuré mon prénom ? Ma mère m'a dit de laisser tomber, comme si ce n'était rien d'important, mais je n'ai jamais réussi à me débarrasser de cette sensation étrange. Ça ne me semble pas vraiment paranormal. D'abord, quel genre de fantôme traînerait dans un grand magasin britannique au hasard, et ensuite, qu'est-ce qu'il aurait bien pu me vouloir ? Toutes les idées pour expliquer ce qui s'est passé sont les bienvenues. J'aurais pu me contenter de penser que j'avais imaginé des choses, mais le fait que ma mère ait entendu la même chose, sans qu'on puisse identifier la moindre source, me dérange vraiment. Cet incident me hante l'esprit depuis des années, parce que je n'arrive absolument pas à lui trouver une explication logique. L'autre jour, mon amie Sarah était chez moi. Nous étions simplement en train de passer du temps ensemble, assises à écouter de la musique et à discuter tranquillement. À un moment, elle a pris une bague qui se trouvait sur ma table de nuit et a dit qu'elle la trouvait très jolie. Elle m'a demandé si elle pouvait me l'emprunter. Je lui ai répondu que bien sûr, qu'il n'y avait aucun problème. La conversation a continué naturellement, sans que ce détail ne me semble important sur le moment. Nous sommes restés ensemble encore une bonne heure. Puis elle est rentrée chez elle, comme d'habitude. Rien d'étrange, rien de particulier à signaler à ce stade. Dans la nuit, je cherchais mon pilulier sur la table à côté de mon lit. Je suis aveugle, je ne vois absolument rien,
donc je fais tout en me fiant au toucher et au son. En cherchant mes médicaments avec la main, j'ai senti quelque chose de petit tomber de la table et rouler sur le sol. J'ai entendu le bruit, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. J'étais fatigué et je n'avais aucune envie de me lever pour fouiller le sol à tâtons. J'ai décidé de laisser tomber et je me suis rendormi. Le lendemain matin, mon fiancé a ramassé l'objet par terre et me l'a apporté. Il m'a dit qu'il l'avait trouvé sur le sol de la chambre. Quand je l'ai touché, j'ai immédiatement reconnu la bague. Celle que Sarah avait soi-disant empruntée. Un peu plus tard dans la journée, Sarah m'a appelé. J'en ai profité pour lui en parler, pensant qu'elle avait peut-être simplement oublié de la prendre avec elle. Mais sa réaction m'a complètement déstabilisé. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Selon elle, je ne lui avais jamais proposé d'emprunter une bague. Elle affirmait ne jamais l'avoir vue, ne jamais l'avoir touchée, et ne jamais avoir dit qu'elle la trouvait jolie. Au début, j'ai cru qu'elle se moquait de moi. Je lui ai posé plusieurs questions, en reformulant, en essayant de l'aider à se souvenir. Mais sa voix ne laissait aucun doute. Elle était sincèrement confuse et totalement certaine de ce qu'elle disait. À ce moment-là, je me suis senti incapable de répondre. J'étais littéralement sans voix. Je suis quelqu'un de très matérialiste et extrêmement sceptique par nature, donc ce qui m'est arrivé hier m'a complètement déconcerté. J'ai besoin de savoir si quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire ou peut proposer une explication à laquelle je n'ai pas pensé. D'abord, un peu de contexte pour écarter les explications évidentes. Je ne dormais pas, je n'étais pas somnole et je n'étais sous l'influence de rien. J'étais à 100% éveillé pendant mon trajet en bus pour rentrer chez moi. J'écoutais activement de la musique punk, je pourrais même dire exactement quelle chanson passait. Je faisais attention parce que mon arrêt approchait. J'utilise des écouteurs sans fil, ceux avec un boîtier de recharge. Je n'en possède qu'une seule paire. Je n'ai jamais possédé de deuxième paire. C'est un point crucial. En arrivant à mon arrêt, j'ai retiré les écouteurs de mes oreilles et sorti le boîtier de recharge de mon sac pour les rangers. J'ai ouvert le boîtier et je me suis immédiatement figé, complètement confus. Il y avait déjà une paire d'écouteurs à l'intérieur. J'ai regardé mon autre main, celle dans laquelle je tenais sans aucun doute la paire que je venais de retirer de mes oreilles. Je tenais maintenant 2 paires d'écouteurs identiques. 4 écouteurs au total. Ma première pensée a été que mon cerveau me jouait des tours et que je les avais déjà rangés sans m'en souvenir. J'étais très confus et j'ai commencé à vérifier encore et encore. Je regardais alternativement la paire dans ma main et celle dans le boîtier. Elles étaient toutes les deux là, en même temps. J'ai passé la main dans le boîtier et j'ai touché physiquement les écouteurs qui s'y trouvaient. J'ai refermé le boîtier puis je l'ai rouvert. Ils étaient toujours là. J'en ai même pris un. Quand je l'ai reposé dans le boîtier, la petite lumière bleue de charge s'est allumée comme d'habitude et j'ai entendu le léger clic caractéristique des écouteurs qui se mettent en place. Le boîtier reconnaissait donc clairement une paire bien réelle et était en train de la recharger. À ce stade, j'ai dû prendre une décision. J'avais ma paire d'origine dans une main et une paire supplémentaire parfaitement fonctionnelle dans le boîtier. J'ai donc rangé le boîtier dans mon sac, en voyant encore la lumière de charge avant de le fermer, et j'ai mis la paire d'origine dans mes poches. J'étais tellement sous le choc que j'ai failli rater mon arrêt. Mais cette étrangeté ne me lâchait pas. Je me suis arrêté pour acheter un sandwich et, en attendant, j'ai ressenti le besoin de vérifier à nouveau. J'étais obsédé par la question de savoir comment je pouvais avoir une deuxième paire d'écouteurs identiques. J'ai donc sorti le boîtier de mon sac et je l'ai ouvert. Il était vide. La paire supplémentaire avait disparu. Comme ça, tout simplement. Le boîtier que j'avais vu de mes propres yeux contenir des écouteurs, que j'avais touché et qui avait déclenché la lumière de charge, était maintenant complètement vide. Il ne me restait que la paire d'origine, toujours dans ma poche. Je les ai remis dans le boîtier, là où ils étaient censés être, et tout est revenu à la normale. Une seule paire. J'ai alors commencé à réfléchir à ce qui avait pu se passer et à chercher une explication.
Je ne trouve que deux hypothèses plausibles. Soit j'ai halluciné d'une manière totalement nouvelle pour moi, soit j'ai été témoin de quelque chose d'impossible. Je ne dormais pas, je n'étais pas stressé et je n'étais sous l'influence de rien. Au moment où j'ai vu le doublon, j'ai ouvert grand les yeux et je suis devenu extrêmement attentif et confus. J'ai immédiatement pensé, qu'est-ce qui se passe? J'ai vérifié plusieurs fois. Je l'ai vu, touché et entendu. Donc soit il s'agissait d'une hallucination multisensorielle étrange, survenue à l'état parfaitement éveillé et sans déclencheur apparent, soit c'était quelque chose de vraiment étrange. Je penche plutôt pour la première explication, mais elle me laisse profondément insatisfait, parce que rien d'anormal ne s'est produit dans ma journée et je n'ai jamais vécu quoi que ce soit de similaire. Alors, qu'en pensez-vous? Je sais que des écouteurs qui se dupliquent ne sont pas le mystère le plus passionnant qui soit, mais c'est la première fois de ma vie que je fais face à quelque chose pour lequel je n'ai absolument aucune explication. Cela s'est produit vers la fin de l'année 2020. J'emmenais ma fille chez l'opticien pour lui faire de nouvelles lunettes, dans la boutique où nous allons toujours. Nous connaissons bien le personnel, car nous y sommes clients depuis longtemps et, jusqu'à présent, c'était toujours la même femme qui nous accueillait au comptoir. À cause des restrictions liées au Covid, une file d'attente s'était formée à l'extérieur du magasin. Pendant que nous attendions, j'ai regardé à l'intérieur à travers la vitrine. J'ai alors vu un homme grand, barbu, debout au comptoir. Sur le moment, cela m'a semblé étrange, car je n'avais jamais vu cet homme auparavant et il ne correspondait pas du tout à la personne qui travaille habituellement là. J'ai même pensé qu'ils avaient peut-être embauché quelqu'un de nouveau ou qu'il s'agissait d'un remplacement temporaire. La file a avancé et nous avons marché de quelques pas. À cet endroit précis, un pilier bloque brièvement la vue sur l'intérieur du magasin. Cela n'a duré que quelques secondes, le temps de le dépasser. Dès que le champ de vision s'est dégagé et que j'ai regardé à nouveau à l'intérieur, l'homme avait disparu. Derrière le comptoir, il n'y avait plus que la femme habituelle, comme si rien n'avait jamais changé. J'ai ressenti un choc immédiat, une sorte de confusion soudaine. J'ai ralenti instinctivement et j'ai demandé à ma fille si elle avait vu la même chose que moi. Sans hésiter, elle m'a répondu que oui. Elle a décrit le même homme, à la même place. À ce moment-là, je savais que je n'avais pas imaginé la scène. En observant l'intérieur du magasin, il était évident qu'il n'y avait aucun endroit où cet homme aurait pu disparaître aussi rapidement. Il n'y avait pas de porte derrière le comptoir, pas de couloir, pas d'espace caché. Tout était visible depuis l'entrée, et le laps de temps était beaucoup trop court pour qu'il sorte sans être vu. Nous sommes finalement entrés dans la boutique quand ce fut notre tour. Nous y sommes restés un long moment, le temps de choisir la monture, de faire les mesures et de discuter avec l'opticienne. Durant tout ce temps, l'homme n'est jamais réapparu. Personne d'autre ne semblait surpris ou cherchait quelqu'un. La femme au comptoir se comportait exactement comme d'habitude, comme si elle avait été seule depuis le début. À plusieurs reprises, j'ai hésité à poser la question, à demander s'il y avait eu quelqu'un d'autre juste avant notre entrée. Mais à chaque fois, je me suis ravisé. J'avais peur d'avoir l'air ridicule ou paranoïaque. Je me suis dit que, peut-être, il y avait une explication simple que je n'arrivais pas à voir. Cette histoire implique bien un téléphone, mais ce n'est pas un bug technologique. Si je me trompe, les modérateurs peuvent bien sûr la supprimer. À l'époque, une amie du lycée et moi vivions dans le même foyer universitaire et fréquentions la même université. Un soir, comme je ne me sentais pas bien, je l'ai appelée pour lui dire que je n'irais pas en cours le lendemain matin, afin qu'elle puisse partir sans moi. Nous avons discuté un moment de choses liées à la fac, puis j'ai raccroché. Pour préciser le contexte, je suis quelqu'un qui se couche tard, donc je n'étais absolument pas somnolente. Juste pour être sûr, je lui ai aussi envoyé un message lui disant la même chose. Le lendemain, alors que je traînais dans sa chambre, j'ai mentionné l'appel téléphonique. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle n'avait jamais parlé avec moi. Elle m'a expliqué qu'elle dormait à ce moment-là. J'étais confuse et j'ai insisté, car je me souvenais très clairement de notre conversation.
mais elle m'a répondu que l'appel avait dû être connecté à quelqu'un d'autre. J'ai dit que ce n'était pas possible, parce que je reconnaissais parfaitement sa voix et que nous avions parlé de choses que seule elle pouvait savoir. J'ai même suggéré qu'elle avait peut-être parlé en dormant. C'est alors que sa colocataire, qui est aussi ma cousine, est intervenue et a dit que non, mon amie dormait profondément pendant toute cette période. Elle l'avait vue et elle n'avait absolument pas parlé dans son sommeil. À ce moment-là, j'étais complètement sous le choc. J'ai ouvert mon historique d'appel pour lui montrer la preuve, mais à ma grande stupéfaction, l'appel était bien enregistré comme ayant été passé à mon ami, sauf que la durée indiquée était de 0 secondes. Et pourtant, le message que j'avais envoyé juste après cet appel était toujours là. À ce jour, je n'ai aucune explication. J'ai sincèrement l'impression d'avoir parlé à une version de mon ami venant d'une ligne temporelle parallèle. Ce n'est pas le glitch le plus spectaculaire comparé à certaines histoires ici, mais c'est sans aucun doute l'une des choses les plus étranges qui me soit jamais arrivée. Hier soir, j'étais au marché de Noël avec des amis. Il faisait un froid mordant, le genre de froid qui traverse les vêtements et engourdit les doigts en quelques minutes. J'avais justement acheté une paire de gants en polaire toute neuve. Je venais littéralement d'arracher l'étiquette de vente quelques instants avant de les enfiler. J'étais certain de leur état, neufs, jamais portés auparavant, et surtout parfaitement assortis. Je les ai portés pendant toute la soirée sans jamais les enlever. Quand nous sommes remontés dans le bus pour rentrer, j'ai retiré les gants et je les ai fourrés dans ma poche, machinalement, pour me réchauffer les mains. Le trajet s'est passé normalement, entre discussion et rire, sans que je touche à nouveau aux gants. Plus tard, en descendant du bus, j'ai voulu les remettre à cause du froid. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'impossible. Dans mes mains, il y avait 2 gants gauches. Sur le moment, j'ai cru à une blague ou à une erreur évidente. J'ai vérifié plusieurs fois, retourné les gants, comparé les coutures, les formes. Aucun doute possible. 2 gants identiques, tous les 2 pour la main gauche. Nous avons éclaté de rire en montrant ça à ma femme et à nos amis. Personne ne comprenait comment cela avait pu arriver, ni comment je n'avais rien remarqué pendant toute la soirée alors que je les portais depuis des heures. L'idée que j'ai pu acheter une paire défectueuse semblait étrange, mais pas totalement impossible, alors nous avons fini par en plaisanter. De retour dans notre chambre d'hôtel, j'ai posé les gants sur une étagère, bien visible, encore un peu amusé par cette histoire absurde. Puis nous sommes allés nous coucher. Ce matin, en me réveillant, la scène de la veille m'est revenue en tête. Par curiosité, presque par réflexe, je suis allé regarder les gants à nouveau. Et là, j'ai senti un frisson me parcourir. Sur l'étagère, il n'y avait plus 2 gants gauches. Il y avait une paire normale, un gant gauche et un gant droit, parfaitement assortis, comme s'ils n'avaient jamais été différents. Je les ai pris en main, inspectés sous tous les angles, cherchant une explication logique. Aucune trace d'échange, aucun autre gant dans la chambre, personne n'était entré pendant la nuit. Le souvenir des 2 gants gauches était encore très clair dans mon esprit, partagé par plusieurs témoins. Pourtant, la réalité devant moi racontait une toute autre histoire. Je lis ce subreddit depuis longtemps sans jamais poster, et j'ai vu un témoignage où quelqu'un avait vécu une expérience similaire, alors je partage la mienne. S'il vous plaît, aidez-moi à donner un sens à tout ça. Je suis ouverte à toutes les opinions, théories, etc. Cela s'est produit quand j'étais adolescente, vers mes 17 ans. Je marchais jusqu'au bout de ma rue, là où le bus venait me chercher tous les matins. C'est une route principale où les voitures passent fréquemment, donc les gens ne s'y promènent généralement pas. Il n'y a pas de trottoir et c'est une zone rurale ou semi-suburbaine. En m'approchant, j'ai remarqué un homme de l'autre côté de la route, immobile. Il faisait encore sombre et je ne voyais pas très bien à quoi il ressemblait. J'ai supposé que c'était l'un de nos voisins, alors en m'approchant, je lui ai crié « Salut », mais il n'a pas répondu. Il continuait simplement à fixer le vide, sans expression particulière. Je suis arrivé au bout de la route et j'ai pu distinguer son apparence plus clairement.
Ce n'était pas quelqu'un qui habitait dans mon quartier et, étant une adolescente, j'étais légitimement nerveuse. J'ai aperçu mon bus au loin et je me suis dit que même si c'était un tueur en série, il se ferait attraper s'il essayait de me faire du mal. Je ne sais pas trop quelle était ma logique à ce moment-là, alors je suis resté là. L'homme s'est alors tourné et a commencé à marcher vers moi, en me regardant droit dans les yeux avec l'expression la plus vide que j'ai jamais vue. J'ai commencé à crier, sans qu'il ne montre la moindre réaction. Il s'est approché jusqu'à environ 2 mètres de moi quand, soudainement, le bus est passé à toute vitesse devant mon arrêt et l'homme a complètement disparu. Mon cœur battait à tout rompre et j'étais en état de choc total face à ce qui venait de se produire. Avant même que je puisse rassembler mes pensées, le bus est arrivé à nouveau. Il roulait dans la même direction que celle dans laquelle je l'avais vu passer auparavant. Il s'est arrêté à mon arrêt, je suis monté à bord et j'ai continué ma journée comme si rien ne s'était passé. À ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement produit. Même maintenant, j'y pense souvent et ça m'envoie un frisson le long de la colonne vertébrale. J'ai déjà vécu quelques glitches étranges par le passé, mais celui-ci est le premier depuis que j'ai rejoint ce forum, et honnêtement je suis complètement perdu. J'avais aussi envie de savoir si d'autres personnes avaient déjà vécu ce genre de situation, avec de l'argent que l'on a clairement dépensé et qui réapparaît sans aucune explication. Ce matin-là, j'ai été payé 400 livres en liquide pour un travail. J'ai rangé l'argent soigneusement, puis j'ai pris un seul billet de 20 livres avant de sortir. J'en suis absolument certain. Je suis très attentif à l'argent, presque anxieux à ce sujet, donc je fais toujours attention à ce que je prends avec moi. Avec ce billet de 20 livres, je suis allé retrouver un ami à un marché de Noël. Arrivé sur place, j'ai demandé à un stand de me faire de la monnaie. La vendeuse m'a rendu un billet de 10, un billet de 5 et quelques pièces d'une livre. J'ai dépensé une livre directement sur son stand, puis nous avons continué à nous promener dans le marché. Tout au long de la visite, j'ai payé différentes petites choses. À la fin, j'avais clairement dépensé l'intégralité des 20 livres. Je me souviens même avoir vérifié mentalement, en me disant que je n'avais plus de liquide sur moi. Au moment de partir, juste avant de quitter le marché, j'ai machinalement mis la main dans la poche de ma veste. Et là, j'ai senti un billet. Quand je l'ai sorti, j'ai vu un billet de 20 livres. Sur le coup, j'ai ressenti une sensation très étrange, presque un vertige. Ce billet me semblait familier. Il avait un pli très similaire à celui que j'avais remarqué le matin même sur le billet que j'avais pris en partant. Je ne peux pas le prouver, mais j'ai eu l'impression troublante que c'était le même. J'ai immédiatement essayé de comprendre. Ma veste, je l'avais portée toute la journée la veille, et j'avais vérifié mes poches à ce moment-là. Il n'y avait absolument aucun billet dedans. J'ai pensé que j'avais peut-être pris 2 billets de 20 livres sans m'en rendre compte le matin. Cette idée m'a obsédé jusqu'à ce que je rentre chez moi et que je vérifie le reste de l'argent. Il y avait toujours 380 livres exactement là où je les avais laissés. Pas une de plus, pas une de moins. Avec ce billet dans ma poche, j'étais de nouveau à 400 livres au total. Au moment où j'ai sorti ce billet de ma poche, j'ai ressenti une forte impression de déjà-vu. Pas juste une surprise, mais quelque chose de plus profond, comme si mon cerveau reconnaissait une situation impossible. Depuis, je n'arrive pas à chasser cette sensation. Je repasse la journée en boucle dans ma tête, chaque paiement, chaque geste, chaque moment où j'ai touché mes poches. Objectivement, 20 livres peuvent sembler insignifiantes. Mais pour moi, ce n'est pas rien. Je suis extrêmement attentif à mes dépenses et j'ai une vraie anxiété liée à l'argent, surtout avec les dépenses de fin d'année qui approchent. Ce genre d'événement me met profondément mal à l'aise. J'ai horreur de ne pas pouvoir expliquer ce qui se passe autour de moi, encore plus quand cela concerne quelque chose d'aussi concret que de l'argent. Bien sûr, une partie de moi essaie d'en rire. Après tout, c'est comme si j'avais reçu des cadeaux de Noël gratuits. Mais une autre partie de moi est dérangée. Comment est-ce possible que de l'argent que j'ai clairement dépensé se retrouve de nouveau dans ma poche, sans qu'aucune somme ne manque ailleurs? Je ne sais pas si je deviens fou, si mon esprit m'a joué un tour très élaboré, ou si c'est réellement un glitch.
Ce que je sais, c'est que depuis cet événement, chaque fois que je mets la main dans ma poche, j'ai presque peur d'y trouver quelque chose qui ne devrait pas s'y trouver. Je suis allé rendre visite à un ami l'autre soir. Il habite à environ 5 minutes à pied de chez moi, donc je n'ai pas réfléchi longtemps avant d'y aller. Je portais mes vieilles bottes en cuir à lacets, celles que je mets presque tous les ans à cette période. Elles sont confortables, un peu usées, et je les connais par cœur. Quand je suis reparti pour rentrer chez moi, tout semblait normal au début. Puis, après quelques pas, j'ai ressenti quelque chose de complètement inattendu. J'avais l'impression de marcher dans de l'eau jusqu'aux chevilles. Pas une sensation vague ou imaginaire, mais une résistance très nette, comme si mes pieds traversaient un liquide à chaque pas. Je sentais le mouvement autour de mes chevilles, cette pression familière que l'eau exerce quand on avance dedans. Ce qui rendait la chose encore plus étrange, c'est qu'il n'avait pas plu. Il n'y avait aucune flaque. Les rues étaient seulement légèrement humides, rien de plus. Pourtant, la sensation était incroyablement réaliste. À chaque pas, mes pieds semblaient ralentis, comme freinés par quelque chose d'invisible. Ma première réaction a été de m'arrêter net. J'ai baissé les yeux et j'ai inspecté mes bottes, persuadé qu'il y avait quelque chose de collé dessous ou autour. Je ne savais même pas quoi chercher exactement, mais je m'attendais à voir de la boue, un sac plastique, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Le cuir était sec, les semelles propres. J'ai repris la marche, mais c'était très difficile de continuer normalement. La sensation ne disparaissait pas. Plus j'essayais de l'ignorer, plus elle semblait s'imposer. J'ai même eu cette envie presque irrépressible d'enlever mes bottes sur le trottoir, comme si cela aurait pu régler le problème, même si je savais que c'était absurde. Je me suis forcé à continuer. En avançant, je me suis mis à observer les autres passants. Je voulais voir si quelqu'un d'autre marchait bizarrement, s'il y avait quelque chose que je ne percevais pas. Personne ne semblait affecté. Les gens marchaient normalement, sans hésitation, sans lourdeur dans les pas. Moi, en revanche, je devais consciemment lever les pieds, comme si je traversais une zone inondée invisible. Je me suis surpris à modifier ma démarche pour essayer de compenser, tout en faisant attention à ne pas avoir l'air ridicule. J'avais l'impression que si quelqu'un me regardait attentivement, il verrait clairement que je luttais contre quelque chose qui n'existait pas. À un moment, je me suis même arrêté de nouveau, immobile, pour voir si la sensation persistait sans mouvement. Dès que j'ai fait d'un pas, elle est revenue immédiatement. Ce n'est qu'en approchant de chez moi que la sensation a commencé à s'atténuer. Pas brusquement, mais progressivement, comme si je sortais lentement de cette eau imaginaire. Arrivé devant ma porte, tout avait disparu. Mes pieds étaient parfaitement normaux, mes bottes aussi. Une fois à l'intérieur, j'ai retiré mes chaussures et vérifié mes chaussettes. Elles étaient sèches. Le sol était sec. Tout était parfaitement ordinaire. Pourtant, le souvenir de cette résistance, de ce mouvement autour de mes chevilles, était encore très clair. Même aujourd'hui, je n'ai aucune explication. Ce n'était pas une simple impression passagère. C'était comme si, pendant quelques minutes, la réalité avait ajouté une couche invisible sous mes pieds, puis l'avait retirée sans laisser la moindre trace. Nous avons un réfrigérateur relativement récent, acheté il y a environ 2 ans. La façade est en acier inoxydable brossé et les côtés sont en métal recouvert d'une sorte de couche protectrice un peu plastique. Sur l'un des côtés, j'ai plusieurs aimants décoratifs que je déplace régulièrement quand je nettoie. Il y a environ 6 mois, en retirant un de ces aimants pendant le ménage, un petit morceau du revêtement est venu avec. Le morceau faisait à peu près un demi-centimètre sur un quart de centimètre. En dessous, le métal était à nu. J'ai ressenti une vraie frustration. Le réfrigérateur était encore récent et déjà abîmé de façon visible. J'ai immédiatement montré ça à mon mari et il se souvient très bien d'avoir vu la zone sans revêtement. Nous en avons parlé plusieurs fois, en regrettant l'achat et en disant que c'était vraiment fragile pour un appareil de ce prix. Pour éviter de voir cette marque tous les jours, j'ai placé un aimant exactement par-dessus.
Malgré ça, à chaque nettoyage, je retirais les aimants un par un et la zone abîmée était toujours là. Le métal nu ne changeait pas. Il n'y avait ni amélioration ni aggravation, juste cette petite cicatrice qui me rappelait à chaque fois que le frigo était déjà endommagé. C'est devenu presque un détail obsessionnel, un de ces petits défauts que l'on remarque systématiquement même quand on essaie de les ignorer. Puis, il y a quelques semaines, en nettoyant encore une fois, j'ai retiré les aimants comme d'habitude. Et là, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. À l'endroit précis où le revêtement manquait, il n'y avait plus rien d'anormal. Aucune zone à nu. Aucune fissure. Aucune différence de texture ou de couleur. Le revêtement était parfaitement intact, comme s'il n'avait jamais été arraché. J'ai passé la main dessus plusieurs fois, j'ai incliné la tête pour vérifier sous différents angles, j'ai même cherché une trace de réparation. Il n'y avait absolument rien. J'ai appelé mon mari. Il est venu voir, a touché la surface, a regardé longuement, puis m'a confirmé que lui aussi se souvenait très clairement du défaut. Nous étions tous les deux certains que cette zone avait été endommagée pendant des mois. Pourtant, elle avait disparu sans laisser la moindre trace, comme si le frigo s'était réparé tout seul. En plaisantant, nous disons souvent que nous avons un poltergeist de réfrigérateur. La porte présente parfois de petites bosses mystérieuses que ni lui ni moi ne nous rappelons avoir causées. Nous avons aussi remplacé l'ancien réfrigérateur, celui qui était déjà dans la maison quand nous avons emménagé, parce que les étagères intérieures s'effondraient soudainement sans raison. Cela provoquait de véritables avalanches de nourriture sur le sol. Ce n'est jamais arrivé avec aucun autre frigo de ma vie, et celui-là aussi avait tendance à se cabosser sans explication claire. Je peux accepter l'idée que nous ayons fait certaines bosses sans nous en rendre compte. Un choc léger, un objet mal placé, un moment d'inattention. Mais ce revêtement qui disparaît pendant des mois, qui est vu et confirmé par 2 personnes, puis qui revient intact, ça dépasse ce que je peux expliquer rationnellement. Je travaillais hier soir et à un moment, j'ai sorti mon gros stick à lèvres de mon sac. Je l'ai appliqué, puis je l'ai posé sur mon bureau juste à côté de moi. C'est un geste machinal que je fais souvent, surtout quand le comptoir est calme. Peu après, des clients sont entrés. Je me suis occupé d'eux normalement, rien de particulier, puis ils sont repartis. Quand j'ai voulu ranger mon stick à lèvres dans mon sac, il n'était plus là. J'ai d'abord pensé que je me trompais, alors j'ai regardé autour de moi. J'ai vérifié le sol derrière le comptoir, puis toutes mes poches, une par une. J'ai fouillé mon sac entièrement, même les petites poches où il n'aurait jamais pu rentrer. Ensuite, j'ai regardé sur les étagères de vente, au cas où je l'aurais déplacé sans m'en souvenir. Je suis même allé jusqu'aux toilettes pour vérifier si je l'y avais posé par réflexe. Rien. Pendant toute cette recherche, je pouvais encore sentir le baume sur mes lèvres. Le goût était là, la texture aussi. Ça me rendait presque folle, parce que ça prouvait que je venais de l'utiliser quelques minutes plus tôt. Ce n'était pas un petit stick discret en plus. C'était un gros tube en plastique blanc, assez épais, avec une étiquette orange vif et des lettres colorées. Impossible à rater. Si quelqu'un l'avait vu, il aurait tout de suite attiré l'attention. J'ai commencé à me dire qu'un client l'avait peut-être pris par erreur, en le confondant avec un objet à lui. Une autre partie de moi se demandait si quelqu'un ne l'avait pas pris volontairement, juste pour être bizarre. Je n'en savais rien, mais ça m'agaçait énormément. Ce stick avait une petite valeur sentimentale pour moi, pas quelque chose de précieux, mais suffisamment pour me rendre triste de l'avoir perdu. J'ai fini par abandonner les recherches. J'ai envoyé un message à un ami pour me plaindre et me défouler un peu. J'ai conclu que tant pis, il était perdu, et que je devrais m'en racheter un autre. J'ai terminé mon service, je suis rentré chez moi, fatigué. En arrivant dans ma chambre, j'ai posé mes affaires par terre comme d'habitude. J'ai allumé la lumière, prête à me changer, et c'est là que je l'ai vu. Mon stick à lèvres était posé sur mon lit. Bien en évidence, au milieu des draps, comme si quelqu'un l'y avait soigneusement déposé. Je me suis figé. Je suis resté à le regarder pendant plusieurs secondes,
essayant de comprendre comment il avait pu arriver là. Je vis seul. Personne n'est passé chez moi. Je ne l'avais certainement pas pris avec moi, puisque je l'avais cherché partout au travail. Je l'ai ramassé lentement, vérifié l'étiquette, la moindre marque. C'était bien le mien. À ce moment-là, toute l'exaspération a laissé place à un malaise étrange. Pas une peur franche, mais cette sensation dérangeante que quelque chose n'avait clairement pas suivi l'ordre normal des choses. Et cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai rangé ce stick à lèvres dans un tiroir, en me demandant ce qui aurait bien pu décider de le rendre. Cela s'est produit il y a quelques semaines. Sur le moment, je n'y ai pas vraiment prêté attention, parce que j'étais déjà submergé par beaucoup d'autres sources de stress. J'ai simplement mis ça de côté, sans chercher plus loin. Pourtant, plus j'y repense, plus la situation me paraît étrange. Un jour, j'étais allongé sur mon lit en train de faire défiler mon téléphone. Au bout d'un moment, la batterie est devenue trop faible et j'ai décidé de le brancher. À côté de mon lit, il y a une petite table sur laquelle se trouve une multiprise avec mon chargeur habituel. J'ai branché mon téléphone, comme je le fais tous les jours. Mais rien ne s'est passé. Il ne chargeait pas. J'ai débranché et rebranché le câble plusieurs fois, pensant que c'était un faux contact. Toujours rien. J'ai alors regardé plus attentivement et j'ai remarqué que la multiprise n'était pas branchée dans la prise murale. Ça m'a semblé logique, je me suis dit que je l'avais peut-être débranchée sans m'en rendre compte. Je me suis penché pour la rebrancher, et c'est là que quelque chose m'a arrêté net. La prise murale avait seulement 2 trous, alors que la fiche de la multiprise avait 3 broches métalliques. Je suis resté un moment à fixer les deux, confus. Je savais que cette multiprise avait toujours été utilisée dans cette prise-là, sans aucun problème. Avec tous les déplacements d'objets dans ma chambre ces dernières semaines, j'ai d'abord pensé que j'avais dû utiliser un adaptateur et que je l'avais oublié ou déplacé ailleurs. J'ai donc regardé autour. Juste à côté, il y avait une autre prise murale, et dedans était branchée une autre multiprise, cette fois avec un adaptateur. Je me suis dit que ça devait être le mien. Je l'ai retiré pour l'utiliser, mais en le regardant de plus près, j'ai remarqué que cet adaptateur n'avait lui aussi que 2 emplacements. Ce qui ne réglait absolument rien. Et surtout, une question m'est venue immédiatement. Pourquoi y avait-il un adaptateur branché là alors que cette prise murale avait déjà 2 trous compatibles avec ce type de fiche ? Ça n'avait aucun sens. À ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un léger malaise. Rien de franchement inquiétant, mais une impression persistante que quelque chose clochait. J'ai essayé de me souvenir comment c'était avant. J'étais presque sûr que cette multiprise avait toujours été branchée directement, sans adaptateur. Pourtant, la configuration actuelle ne correspondait pas à ce souvenir. J'ai fini par demander à mon frère et à ma mère s'ils avaient pris un adaptateur dans ma chambre ou déplacé quelque chose récemment. Ils ont tous les deux nié. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien touché et qu'ils n'avaient aucune raison de prendre un adaptateur chez moi. Ce sont pourtant les seules personnes qui entrent dans ma chambre. Je suis resté seul avec cette situation, incapable de comprendre comment cette multiprise avait pu fonctionner auparavant si la prise murale n'était pas compatible. Soit il y avait bien un adaptateur et il avait disparu sans laisser de traces, soit la configuration de la prise n'était pas la même avant. Les 2 options me semblaient tout aussi absurdes. Ce glitch n'est probablement pas aussi étrange ou sérieux que certains autres ici, mais je ne peux pas vraiment l'expliquer, alors je me suis dit que ça vaudrait la peine de le partager. Je ne peux pas joindre de photos, mais les petits canards dont je parle sont minuscules, à peine 1 pouce de haut. Ce sont des canards tout mignons, de couleur plastique vive et un peu cartoon. Je ne sais plus vraiment où j'ai trouvé le premier, mais je l'ai gardé sur mon étagère, et il a survécu à plusieurs déménagements sans que je le perde. Le deuxième est apparu un jour alors que je m'étais installé sur le canapé. Je fixais le premier canard en me demandant où je l'avais trouvé. Puis, en me décalant un peu, je sens quelque chose de dur entre les coussins. C'était un autre petit canard. Le troisième est apparu de façon encore plus étrange,
posé dans une fissure du trottoir, juste dans le passage qui mène à ma porte. Puis, le dernier, c'est mon frère qui me l'a trouvé un jour. Il me l'a remis en me disant qu'il l'avait trouvé sous un meuble chez lui. Ce qui m'a vraiment perturbé, c'est que j'ai fini par voir exactement les mêmes canards chez d'autres personnes. Un sur le sol dans la chambre de mon copain, un autre sur l'étagère de mon meilleur ami. Tous identiques en taille, forme et style, juste dans des couleurs différentes. Je n'ai jamais pu trouver ou les acheter en ligne, et personne de mon cercle personnel n'a avoué cacher ces petits canards chez moi. Je vis dans un immeuble de 4 appartements depuis presque 10 ans, et chaque hiver se déroule toujours de la même façon. Le propriétaire fournit du sel de déneigement dans un seau de 20 litres, et c'est moi qui m'en occupe. Quand le seau est presque vide, il le récupère entièrement et en met un nouveau. Personne ne s'en est jamais plaint et personne d'autre ne s'en est vraiment mêlé. L'an dernier, un locataire étrange a emménagé. Après plusieurs disputes avec un autre voisin, il a décidé qu'il ne voulait plus rien utiliser de ce que fournissait le propriétaire. Il a donc acheté son propre sac de sel. À partir de ce moment-là, il a commencé à sortir lui aussi quand il neigeait, parfois en même temps que moi, parfois juste après. Quand il a déménagé, il a laissé son sac derrière lui. Je l'ai récupéré et posé dans la cage d'escalier pour l'hiver suivant. Le sac était très reconnaissable, avec un Roadrunner imprimé dessus. Lors de la grosse chute de neige d'il y a 2 semaines, j'ai enfin utilisé ce sac. J'ai pensé à le remplir à nouveau parce qu'il était plus pratique pour répartir le sel régulièrement que les gobelets en plastique rigide, mais il faisait trop froid et je n'avais pas envie de m'encombrer. Je me souviens très clairement d'avoir vidé le sac, puis de l'avoir jeté à la poubelle avant de terminer le travail avec le gobelet. 15 minutes avant d'écrire ceci, je suis sorti pour aller au sous-sol, ce que je fais rarement en hiver. En descendant l'escalier, j'ai vu le sac du Roadrunner exactement au même endroit qu'avant. Il était ouvert, à moitié plein, comme s'il n'avait jamais été utilisé. J'ai d'abord pensé que je confondais, alors je l'ai touché, je l'ai soulevé, et le sel était bien réel. J'ai fait le tour de l'immeuble et regardé les bacs à ordures. Rien. J'ai même demandé rapidement à un voisin si quelqu'un avait remis un sac de sel dans l'escalier, mais il m'a répondu qu'il n'était pas sorti depuis des jours. Plus tard, j'ai vérifié les caméras communes installées près de l'entrée. Aucune image ne montrait quelqu'un transporter un sac. Il y a quelques mois, j'avais posté dans ce subreddit à propos d'un bruit étrange que ma copine et moi avions entendu venir de la cuisine. C'était un cliquetis sec et irrégulier, difficile à identifier. Après avoir partagé cette histoire, plus rien d'anormal ne s'était produit. Le silence était revenu et, avec le temps, j'avais presque fini par oublier tout ça. Jusqu'à ce soir. J'étais seul dans le salon, installé devant un film. L'ambiance était calme, les lumières tamisées, rien d'inhabituel. Puis, sans prévenir, j'ai entendu un bruit très net venant de l'autre côté de la pièce. C'était le son de quelqu'un qui grattait le canapé avec ses ongles. Pas un frottement vague ou un craquement du tissu. Non. Un grattement rythmé, précis, exactement comme des ongles qui s'appuient et glissent lentement sur le revêtement. Je me suis figé. J'ai mis le film en pause et le silence est devenu encore plus lourd. Le bruit a continué pendant 1 ou 2 secondes, puis s'est arrêté. J'ai regardé le canapé. Il n'y avait rien dessus. Aucun animal, aucun objet qui aurait pu expliquer ce son. J'ai même pensé que le cuir ou le tissu pouvait se dilater, mais ça ne ressemblait absolument pas à un bruit de meuble. Mon cœur battait plus vite que je ne voulais l'admettre. J'ai appelé ma copine pour lui demander si elle était dans l'appartement. Elle m'a répondu qu'elle était encore au travail et qu'elle ne rentrerait pas avant 1 heure. Quand je lui ai expliqué ce que je venais d'entendre, elle a plaisanté nerveusement, mais je sentais qu'elle était un peu mal à l'aise elle aussi. J'ai fait le tour du salon, puis de la cuisine, en allumant toutes les lumières. J'ai vérifié les fenêtres, la porte d'entrée, même sous la table et derrière les rideaux. Tout était normal. Trop normal. En revenant m'asseoir, j'ai remarqué de légères marques sur le canapé, presque invisibles,
comme si quelqu'un avait appuyé ses doigts un peu trop fort. Je ne saurais pas dire si elles étaient déjà là avant, mais sur le moment, ça m'a glacé. Cela m'est arrivé avec 4 autres personnes. Environ une semaine avant l'événement principal, mon ami B conduisait quand il m'a soudain dit qu'il ne contrôlait plus la voiture. Nous venions de passer un feu et roulions entre 30 et 50 km/h. Le volant et les freins ne répondaient plus à cause des feuilles mouillées sur la route. On a eu le temps d'avoir une vraie discussion de préparation au crash avant de percuter un arbre de face. Une bouche d'aération du tableau de bord s'est imprimée sur mon genou pendant des semaines. Les phares sont restés de travers après l'accident, chacun pointant dans une direction différente vers les arbres. La voiture n'aurait probablement plus dû rouler légalement, mais B continuait quand même à l'utiliser. C'était à l'automne 1993, je ne sais plus si c'était septembre ou octobre. L'endroit était Pleasantville dans l'État de New York. Nous venions de récupérer nos petites amies, qui étaient amies entre elles, et notre amie F était avec nous à l'arrière. B conduisait avec sa copine à l'avant côté passager. Moi j'étais assis derrière le conducteur, ma copine au milieu à l'arrière, et F côté passager arrière. Nous n'avions aucun plan. Quelqu'un a dit qu'on n'avait qu'à rouler sans but, et je crois que c'est moi qui ai choisi la direction. Un repère important était le Pizza Achuté de Pleasantville, qui n'existe plus aujourd'hui. On a tourné à partir de là pour s'engager sur des routes résidentielles normales. On a roulé un moment, pris un autre virage, et soudain l'asphalte sous les pneus est devenu neuf. Il faut se rappeler que les phares étaient mal alignés et éclairaient surtout les arbres. Il devait être entre 17 et 18 heures, et pourtant le sol paraissait anormalement sombre. En regardant dans les bois, j'ai remarqué que les arbres n'avaient aucune branche sur les 3 premiers mètres environ, et cela s'étendait sur des centaines de mètres. Il n'y avait ni buissons ni broussailles, seulement de l'herbe. Ce n'est pas du tout normal dans cette région. Je n'ai jamais revu ça ici avant ni après, sauf lors de voyages en Europe. Je me souviens avoir dit à voix haute quelque chose comme « Qu'est-ce qui se passe avec ces bois ? On dirait qu'ils ont coupé toutes les branches. » La route était neuve, les bois étaient étranges, et j'ai commencé à remarquer qu'il n'y avait des maisons que très rarement, peut-être tous les 500 mètres. Entre chaque maison se trouvait un lampadaire, ce qui était très inhabituel pour une zone aussi peu peuplée. Les boîtes aux lettres étaient toutes du côté opposé de la route, ce qui m'a aussi frappé comme bizarre. On ne pouvait pas rouler vite, car la route montait et tournait brusquement sans arrêt, comme si elle avait été conçue pour empêcher toute accélération. J'ai commencé à regarder vers l'avant droit du pare-brise et j'ai vu une sorte de fumée grise. En s'en approchant, et alors que la route courbait, la chose semblait mesurer une vingtaine de centimètres d'épaisseur, environ 1,20 m de hauteur, et flottait à un peu plus d'1 mètre du sol. Quand nous nous sommes retrouvés presque parallèles, elle s'est élargie. Elle faisait plusieurs mètres de large et ressemblait à un tourbillon, avec une zone centrale plus sombre, comme un cercle à l'intérieur. Au moment où nous passions à côté, un être s'est penché hors de ce tourbillon vers moi. Il n'avait pas de visage, mais j'avais la sensation très nette qu'il me regardait. Ses manches étaient longues et amples, comme celles d'un sorcier. Il était entièrement noir, vêtu d'une sorte de tenue rigide rappelant quelque chose de cruel et mécanique. J'ai ressenti une colère venant de lui, comme s'il n'avait pas voulu être vu. Il a projeté son torse vers moi, puis s'est retiré dans le tourbillon. Celui-ci s'est refermé et s'est transformé en fumée avant de disparaître complètement. Je n'ai rien dit. J'étais convaincu que j'hallucinais. Je me suis forcé à regarder par l'autre fenêtre et à respirer calmement. Environ 10 secondes plus tard, F a dit depuis l'arrière, et tout le monde, ce serait drôle si je disais que j'ai vu la faucheuse. Je me suis retourné vers lui et j'ai crié, « Tu viens de voir la faucheuse ? » « Je viens de voir la faucheuse. » Il m'a regardé, visiblement troublé, et a simplement répondu oui d'un ton hésitant. À ce moment-là, B a freiné et a arrêté la voiture. J'ai hurlé de ne pas s'arrêter. Il a alors accéléré brusquement et j'ai aussitôt crié de ne pas aller trop vite. Les filles, catholiques, ont commencé à prier à voix haute. On a failli percuter une poubelle en plastique au milieu de la route, puis on a quitté ce secteur et plus rien d'étrange ne s'est produit.
Après coup, personne ne voulait vraiment en parler. Les jours suivants, j'ai essayé de retrouver cette route, sans succès. Les bois normaux étaient redevenus denses, les lampadaires espacés différemment, et rien ne correspondait exactement à ce que nous avions traversé. Avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les phénomènes extraterrestres, je me demande si ce n'était pas lié à un déplacement temporel ou à quelque chose de non humain. À l'époque, je pensais plutôt à quelque chose de mythique. Les portails existaient déjà au cinéma, mais ce n'était pas un concept aussi répandu qu'aujourd'hui. Le plus troublant, c'est que F ne semble plus s'en souvenir. Quand je lui en ai reparlé des années plus tard, il m'a regardé comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Pourtant, à ce moment précis, il avait vu la même chose que moi. Je conduisais pour rejoindre mes parents à un endroit précis. Je savais qu'ils prenaient la route au même moment que moi, car je venais tout juste de leur parler au téléphone. Nous avions raccroché quelques minutes plus tôt et chacun était censé partir de chez soi. J'avais donc une idée assez claire de leur avance et de la distance qui nous séparait. En arrivant à un rond-point, j'ai vu une voiture passer juste devant moi. C'était leur voiture. J'en suis absolument certain. Elle est passée de gauche à droite et s'est engagée sur la route que je devais prendre moi aussi. J'ai été immédiatement surpris, parce qu'ils n'auraient jamais dû être là aussi vite en partant de l'endroit où ils étaient. Mais malgré cette incohérence, je n'ai eu aucun doute sur ce que je voyais. J'ai clairement aperçu ma mère sur le siège passager. C'était la vitre la plus proche de moi et son visage m'a sauté aux yeux. Sa posture, ses cheveux, tout correspondait parfaitement. Pendant une fraction de seconde, j'ai même eu ce réflexe familier de reconnaître quelqu'un sans avoir besoin de réfléchir. Mon cœur a accéléré parce que je ne m'attendais pas du tout à les croiser à cet endroit précis. Je me suis engagé derrière eux sur la même route. J'ai pensé les appeler pour leur dire que j'étais juste derrière, mais je me suis ravisé. Je me suis dit que ce serait plus amusant d'arriver en même temps qu'eux et de les surprendre en leur disant qu'on s'était retrouvés exactement au même point sans l'avoir prévu. En roulant, je gardais un œil sur la circulation devant moi. Leur voiture aurait dû se trouver 2 ou 3 véhicules devant la mienne. Pourtant, au bout de quelques instants, je ne la voyais plus. J'ai d'abord pensé qu'ils avaient peut-être pris une autre sortie ou un embranchement que je n'avais pas remarqué. La route avait quelques intersections et je me suis dit que j'avais simplement manqué le moment où ils avaient tourné. Je suis arrivé à l'endroit du rendez-vous en me demandant où ils étaient passés. Le parking était presque vide. Leur voiture n'était pas là. J'ai attendu un peu, puis j'ai commencé à trouver ça étrange. Finalement, je les ai appelés. Quand ils ont répondu, leur réaction m'a complètement déstabilisé. Ils m'ont dit qu'ils venaient tout juste de quitter la maison, à peine 5 minutes auparavant. Ils étaient encore loin, bloqués dans leurs rues habituelles, et absolument pas à proximité du rond-point où je les avais vus. Ils étaient même surpris que je sois déjà arrivé. Je suis resté silencieux quelques secondes, essayant de comprendre. J'ai vérifié l'heure de l'appel précédent pour m'assurer que je ne m'étais pas trompé. Tout confirmait qu'ils n'auraient pas pu être là. Pourtant, l'image de leur voiture et de ma mère sur le siège passager était toujours parfaitement nette dans mon esprit. Il y a quelques années, j'ai trouvé ma propre tombe. Encore aujourd'hui, j'y pense souvent, en repassant tous les enchaînements qui ont mené à cette découverte. Tout s'est joué sur des coïncidences absurdes. Si cette tombe avait été située seulement quelques mètres plus loin, je ne l'aurais probablement jamais remarqué. Je visitais la tombe de mon oncle dans un immense cimetière. C'est le genre d'endroit où les rangées semblent interminables et où l'on finit par ne plus vraiment lire les noms. Quelqu'un qui m'accompagnait a soudain attiré mon attention sur une tombe juste en face de celle de mon oncle. Il a dit que le nom gravé dessus était le mien. J'ai d'abord cru à une blague. Puis je me suis approché. Mon nom y était inscrit, avec exactement la même faute d'orthographe que celle que je porte depuis toujours. Ce n'est pas une erreur courante, c'est une déformation précise qui vient d'une vieille transcription administrative. Rien que ça m'a donné un mauvais pressentiment. Sur ces tombes, on inscrit aussi le nom du père et le lieu d'origine de la famille,
pour que les proches puissent s'identifier lorsqu'ils viennent de loin. En lisant la pierre, j'ai senti mon estomac se nouer. Le nom du père était celui de mon père. Lui aussi était mal orthographié, exactement de la même manière. Puis j'ai lu le lieu d'origine. C'était le même petit village d'où vient mon père, un endroit si insignifiant qu'il est rarement mentionné ailleurs que dans les registres familiaux. La seule différence apparente concernait la date de naissance, qui ne correspondait pas exactement à la mienne. J'ai cru pendant un moment qu'elle était très proche, mais en vérifiant plus tard, j'ai réalisé qu'elle différait de quelques mois. Cela n'a pas suffi à me rassurer. J'ai voulu en savoir plus et je suis retourné sur place plus tard, avec l'idée de faire des recherches sérieuses. Cela s'est révélé beaucoup plus compliqué que prévu. Le village d'origine n'existe plus. Il a été détruit lors de l'extension d'un immense barrage. La zone est désormais entièrement sous l'eau. Les habitants ont été relogés ailleurs et beaucoup sont morts depuis. Les archives locales ont été dispersées, parfois perdues. Pendant longtemps, je n'ai trouvé aucune piste concrète. Puis j'ai réussi à entrer en contact avec une seule personne qui avait vécu dans ce village avant sa disparition. Il connaissait le nom du père inscrit sur la tombe. Il était trop jeune à l'époque pour se souvenir de tous les détails, mais ce qu'il m'a dit a rendu l'histoire encore plus étrange. Le père de la personne enterrée dans cette tombe vivait bien dans le village et il était décédé environ 10 ans plus tôt. D'après lui, cet homme habitait très près de l'endroit où ma propre famille vivait autrefois. Mais ce n'était pas le plus troublant. Il a ajouté que le père de cet homme, donc le grand-père du défunt, portait exactement le même nom que mon propre grand-père. À ce moment-là, tout s'est aligné de manière inquiétante. La personne dont j'avais trouvé la tombe portait mon nom, avec la même orthographe. Son père portait le même nom que le mien, avec la même erreur. Il venait du même village disparu. Et même les grands-pères partageaient le même nom. J'ai essayé de poursuivre mes recherches, de retrouver des documents, des témoins plus âgés, quelqu'un qui aurait pu relier ces deux lignées ou expliquer cette accumulation de ressemblances. Le temps m'a manqué. La plupart des anciens habitants sont aujourd'hui introuvables ou décédés. Les traces restantes sont fragmentaires. Un bug de lampadaire, j'imagine. En tout cas, c'est la seule explication que j'arrive vaguement à me donner. J'ai remarqué ce phénomène plusieurs fois déjà. Je rentre souvent à pied la nuit après une soirée karaoké. Le trajet est toujours le même. Il y a une longue portion de trottoir qui longe une rangée régulière de lampadaires. Tout est bien éclairé et assez rassurant, même tard. Mais sur une colline en particulier, il se passe toujours quelque chose d'étrange. À chaque fois que je monte cette pente, il y a un lampadaire précis qui s'éteint pile au moment où je passe en dessous. Ce n'est pas subtil. La différence de luminosité est immédiate et très nette. C'est exactement cette sensation que l'on a quand quelqu'un éteint une lumière derrière vous. L'éclairage ambiant change d'un coup. Je peux encore voir clairement les lumières devant moi et celles derrière, mais celle qui est censée être juste au-dessus de ma tête est complètement éteinte. Pendant longtemps, je n'ai jamais vraiment cherché à comprendre. Je me disais que c'était peut-être un capteur défectueux, ou un hasard lié à mon passage. Mais cette nuit, quand cela s'est reproduit, j'ai décidé de m'arrêter. Je suis resté immobile sous l'endroit où la lumière venait de s'éteindre et j'ai levé les yeux. Et là, quelque chose n'allait pas du tout. Il n'y avait pas de lampadaire. À la place, il n'y avait qu'un simple poteau téléphonique. Pas de lampe, pas de support, pas de câble prévu pour l'éclairage. Rien du tout. Pas même une trace indiquant qu'un lampadaire avait été retiré. Le poteau était brut, banal, comme s'il avait toujours été ainsi. Je suis resté là quelques secondes, à regarder autour de moi, puis de nouveau en l'air. J'ai même reculé de quelques pas, puis avancé à nouveau, comme pour tester. En avançant, j'ai eu à nouveau cette sensation précise de la lumière qui s'éteint au-dessus de moi, alors qu'il n'y avait objectivement aucune lumière à éteindre. Un frisson m'a traversé. J'ai regardé les autres lampadaires, parfaitement normaux, parfaitement allumés. Tout semblait cohérent, sauf cet endroit précis.
J'ai même utilisé la lampe de mon téléphone pour examiner le poteau, cherchant une explication, un ancien support, un câble sectionné. Rien. Ce qui me trouble le plus, c'est que cela ne se produit qu'à cet endroit précis, et toujours quand je rentre de nuit. À chaque passage, la même impression, la même coupure nette de lumière, comme si quelque chose s'éteignait volontairement à mon approche. Je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai pas d'explication logique qui tienne vraiment la route. Peut-être que mon cerveau me joue des tours. Peut-être que l'éclairage environnant crée une illusion parfaite. Ou peut-être pas. Tout ce que je sais, c'est que depuis cette nuit, je monte cette colline un peu plus vite qu'avant, et je regarde toujours ce poteau avec une méfiance que je n'arrive pas à justifier. La deuxième année où j'ai vécu dans ma maison, j'ai eu un sérieux problème de souris. Je les entendais presque tous les soirs dans un placard situé juste à côté du lave-vaisselle. Des grattements, des déplacements rapides, toujours au même endroit. Un jour, en entendant du bruit plus fort que d'habitude, j'ai ouvert brusquement la porte du placard. J'ai vu la souris distinctement. Elle a sauté sans hésiter dans un espace entre le mur latéral et le haut du placard. L'ouverture faisait environ 5 cm de large. Sur le moment, tout m'a semblé logique. C'était par là qu'elles entraient. Je me suis dit que je boucherais cet espace avec du ruban adhésif une fois le problème réglé. Je voulais d'abord être sûr qu'il n'y avait plus aucune souris dans la maison. J'ai installé des pièges à colle. Quand j'en attrapais une, je l'achevais rapidement pour ne pas la faire souffrir. En 2 semaines, j'ai attrapé 14 souris. Le silence est revenu, et j'ai considéré l'affaire comme réglée. 1 an plus tard, presque à la même période, j'ai de nouveau entendu un bruit dans ce même placard. Immédiatement, j'ai pensé à cet espace que je n'avais jamais bouché. Je me suis rappelé très clairement m'être fait la réflexion que je le ferais plus tard, puis avoir oublié. J'ai pris le ruban adhésif, je me suis accroupi, j'ai ouvert la porte du placard en m'attendant à voir l'ouverture. Il n'y avait rien. Le placard était parfaitement normal. Le mur et le meuble se rejoignaient sans le moindre interstice. J'ai passé la main, appuyé mes doigts partout où j'étais certain d'avoir vu la souris disparaître. Aucun trou, aucune fissure, aucune trace de modification. Le bois était intact. Il n'y avait aucun signe de réparation récente. Je suis resté là plusieurs minutes à examiner chaque angle, convaincu que je finirais par retrouver ce fameux espace. Mais il n'a jamais existé. Ce qui me trouble le plus, c'est la certitude que j'ai de ce que j'ai vu. Je me souviens très précisément de la souris qui saute, de la trajectoire, de l'endroit exact où elle s'est engouffrée. Ce n'était pas un souvenir flou ni un moment de fatigue. Le fait de boucher ce trou faisait partie de ma liste mentale de choses à faire, et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand les souris sont revenues. Je n'avais aucune raison d'inventer cet espace. J'ai finalement posé des pièges à nouveau et attrapé 2 autres souris. Après cela, plus aucun bruit. Pourtant, chaque fois que j'ouvre ce placard, je regarde instinctivement vers cet endroit précis. J'ai même pris des photos, mesuré les parois, comparé avec d'autres placards de la cuisine. Rien ne correspond à ce que j'ai vu cette première fois. Je travaille au département de chimie de mon université. Cet incident s'est produit il y a quelques mois. À ce moment-là, je préparais les travaux pratiques de la semaine suivante et j'étais sur le point de terminer. Il ne me restait plus qu'à installer les conteneurs de déchets. Pour l'un des TP, je devais préparer un nouveau conteneur de déchets. Celui-ci est rarement utilisé, donc c'était déjà inhabituel d'en fabriquer un nouveau. Même l'étiquette est particulière et différente des autres. Je me souviens très clairement de l'avoir faite, découpée et collée moi-même. Une fois tous les conteneurs installés dans les laboratoires, j'ai remarqué que celui que je venais de préparer n'avait plus son étiquette. C'était comme un conteneur totalement neuf, sans aucune trace. Pourtant ces étiquettes sont très difficiles à retirer. D'habitude je dois les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse puis gratter avec une lame pour les enlever. Là, il n'y avait rien. J'étais complètement déconcerté.
Pour être sûr de ne pas me tromper, j'ai repris mentalement chaque étape de ce que j'avais fait ce jour-là. Je suis retourné à mon bureau et j'ai retrouvé les chutes de papier issues de la découpe de l'étiquette. Le document était encore ouvert sur mon ordinateur, prêt à être imprimé. Cela m'a confirmé que je ne l'avais pas imaginé. Ensuite, j'ai commencé à chercher partout dans le bâtiment. J'ai vérifié chaque laboratoire, chaque salle de préparation, chaque paillasse. J'ai même regardé dans les zones de stockage où je ne vais presque jamais. Absolument rien. J'ai fini par en parler à ma responsable. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé de garder l'œil ouvert au cas où elle tomberait dessus. Elle a trouvé ça étrange mais a accepté. Les jours ont passé, puis les semaines, et elle ne l'a jamais retrouvé. De temps en temps, je lui demandais si elle avait vu quelque chose. Sa réponse était toujours la même. Depuis, le semestre est terminé et nous avons commencé le grand nettoyage de tous les laboratoires. Cela implique de déplacer chaque conteneur, de vider chaque placard et de vérifier chaque recoin. Je pensais sincèrement que nous allions finir par la retrouver à ce moment-là. Pourtant, encore une fois, aucune trace de ce conteneur ou de son étiquette. Comme s'il n'avait jamais existé. Je descendais dans le métro de Tokyo quand j'ai croisé un couple sur un long escalator qui montait. Eux montaient pendant que moi je descendais. C'étaient clairement des touristes occidentaux, faciles à distinguer au milieu de la foule. L'homme avait les cheveux bruns avec une barbe, l'autre était blond. Ils traînaient une valise derrière eux, ce qui les rendait encore plus reconnaissables. Je me souviens avoir pensé qu'ils allaient galérer avec tous ces escaliers mécaniques. Je suis arrivé en bas et j'ai continué vers les portiques et les distributeurs de billets. Il n'y avait rien d'inhabituel dans le flux de voyageurs, je marchais à un rythme normal, sans m'arrêter. Quelques secondes plus tard, en levant les yeux, je les ai vus juste devant moi, face aux machines pour acheter des tickets. Sur le moment, j'ai cru que mon cerveau me jouait un tour. Je les ai observés attentivement. C'était bien eux. La même valise, les mêmes vêtements, la même façon hésitante de regarder les panneaux. Il n'y avait aucun autre couple qui leur ressemblait suffisamment pour créer une confusion. Je les avais vus monter, et maintenant ils étaient là, devant moi. J'ai immédiatement essayé de comprendre comment c'était possible. Ils n'auraient pas pu faire demi-tour sur l'escalator sans que je les voie. Arrivés en haut, ils n'auraient pas eu le temps de redescendre par un autre escalator avant moi. Même en courant, avec une valise, c'était impossible. Le trajet était trop long, trop visible, et il n'y avait aucun raccourci. Je me suis arrêté un instant, comme figé, pendant que tapait sur l'écran de la machine. Personne autour ne semblait trouver ça étrange. Le métro continuait de fonctionner normalement, les annonces résonnaient, les gens passaient. J'ai ressenti un léger malaise, cette sensation précise quand la réalité ne suit plus ses propres règles. Je n'ai rien dit. Je suis passé derrière eux, j'ai acheté mon billet, puis je me suis éloigné. Pendant tout le reste du trajet, je n'ai pas arrêté d'y penser. Ce n'était pas une illusion d'optique, ni un problème de mémoire. Je sais ce que j'ai vu, et je sais surtout ce qui aurait été physiquement impossible. Cela s'est produit il y a environ 1 heure à Brisbane en Australie. Nous étions avec ma compagne de 49 ans, moi 50 ans, et nos 2 fils de 10 et 14 ans. Nous venions de passer la soirée chez des amis pour un dîner avant Noël suivi d'une baignade. Ils habitent à seulement quelques rues de chez nous, donc nous sommes rentrés à pied vers 22 heures avec notre chien. Nous avions parcouru à peine 100 de mètres quand nous avons tous les 4 entendu un bruit étrange au-dessus de nos têtes. Le seul moyen que j'ai de le décrire est le son qu'émet un cerf-volant acrobatique à double commande ou un cerf-volant à caisson quand il plonge dans le vent. Je pratique ce genre de cerf-volant avec mes fils sur la plage, donc ce son m'est très familier. Pourtant il n'y avait aucun vent ce soir-là. Le bruit semblait très proche, à peut-être 10 mètres au-dessus de nous, comme si quelque chose fendait l'air juste au-dessus du trottoir. Instinctivement j'ai levé les yeux en m'attendant à voir un drone, même si l'idée me paraissait déjà étrange. Il n'y avait aucun bruit de moteur ni d'hélice, et les drones ont normalement un son très reconnaissable.
Il n'y avait aucune lumière non plus. Le quartier est résidentiel, avec des lignes électriques au-dessus de la rue, donc l'hypothèse d'un cerf-volant n'avait aucun sens. Le son a duré assez longtemps pour que nous nous arrêtions tous et que nous scrutions le ciel, environ 7 à 10 secondes. Mon fils aîné a demandé à voix basse ce que c'était. Le plus jeune a serré la laisse du chien qui lui aussi semblait agité. Puis, d'un coup, le bruit s'est arrêté. Il ne s'est pas éloigné, il n'a pas diminué progressivement. Il était là, puis il n'était plus là. Aucun de nous n'a vu quoi que ce soit. Pendant quelques secondes nous sommes restés immobiles. J'ai pensé que cela pouvait être le vent passant dans les câbles électriques, mais l'air était complètement immobile. Pas la moindre brise, pas même un frémissement dans les arbres. Ma compagne a dit qu'elle avait eu l'impression que quelque chose nous observait. Les enfants ont commencé à parler tous les deux en même temps, essayant de comparer ce qu'ils avaient entendu. Il y a quelques années, un trousseau de clés que j'utilisais à l'époque est tombé sur le côté de mon lit, dans l'espace étroit entre le mur et le matelas. Je m'en souviens très bien. Je les ai entendues tomber et je savais exactement où elles étaient. Pour une raison stupide, j'ai décidé que je n'avais pas envie de me contorsionner pour les récupérer et que je les prendrais simplement le lendemain matin en quittant la maison. Le matin est arrivé. J'ai tendu la main à l'endroit précis où elles auraient dû se trouver. Rien. J'ai alors tiré le lit pour l'éloigner du mur afin de regarder correctement. Le sol était vide. J'ai vérifié sous le lit, autour, le long de la plinthe. Absolument rien. Les clés avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Depuis cet événement, ma chambre a été entièrement vidée à plusieurs reprises. Pas pour chercher les clés, mais parce que j'ai refait la pièce. Nouveau lit, nouvelle armoire, changement complet de disposition. Chaque fois, la pièce était littéralement vide, mur nu, sol dégagé. Les clés n'ont jamais refait surface. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui a pu leur arriver, et ça continue de me troubler. L'année dernière, quelque chose d'encore plus dérangeant s'est produit. Je remplissais un formulaire en ligne et j'avais besoin du numéro de mon permis de conduire. J'ai sorti mon permis et je l'ai posé sur mon lit. À ce moment-là, mon copain m'a appelé pour me dire qu'il était devant la maison. Je suis descendu lui ouvrir en laissant mon permis bien visible sur le lit. Il est monté dans ma chambre et s'est assis sur le lit. Je l'ai vu faire. Il s'est relevé presque aussitôt pour me laisser récupérer mon permis. Sauf que le permis n'était plus là. Nous avons soulevé les draps, regardé sous le lit, fouillé la pièce immédiatement. Rien. Cette fois-là, j'ai vraiment paniqué, parce que je savais exactement où il était et j'avais vu quelqu'un s'asseoir dessus. Depuis, la chambre a encore été vidée et réorganisée. Le permis n'a jamais réapparu. L'objet le plus récent à avoir disparu est un petit tube de crème antibiotique que j'utilisais pour mes cicatrices après une opération. Je venais d'en appliquer et j'ai posé le tube dans le couloir, sur le meuble à chaussures. J'ai ensuite pris mes chaussures et je suis allé dans le salon pour les enfiler, car nous devions sortir déposer un cadeau chez ma grand-mère pour son anniversaire. Nous sommes partis en laissant clairement la crème sur le meuble à chaussures. Quand nous sommes rentrés à la maison, le tube avait disparu. Ma mère, comme beaucoup de mères, a l'habitude de ranger immédiatement tout ce qui traîne. Je lui ai donc demandé où elle avait mis la crème. Elle m'a répondu qu'elle ne l'avait pas vue et qu'elle se souvenait seulement m'avoir vu l'utiliser plus tôt. Cela fait maintenant 2 semaines, et la crème n'est toujours pas réapparue. J'aimerais croire que cet objet va revenir comme par magie un jour, posé tranquillement là où je l'avais laissé, mais honnêtement je n'y crois plus vraiment. Ce qui me dérange le plus, c'est que ces disparitions ne se produisent pas sur de longues périodes floues. Elles arrivent sur des laps de temps très courts, parfois sous mes yeux ou ceux de quelqu'un d'autre. J'ai déjà perdu des boucles d'oreilles et d'autres bijoux, mais j'ai toujours attribué ça à ma propre négligence. Là, c'est différent. Ces objets ne sont pas simplement égarés. Ils sont là, puis ils ne le sont plus, sans transition. Je fume très rarement des cigarettes aujourd'hui. 1 ou 2 fois par an,
pas plus. Pourtant, j'ai fumé longtemps, depuis mes 13 ans. J'ai toujours un paquet en réserve, rangé quelque part, sans vraiment y penser. La nuit dernière, j'étais à bout. Vraiment au bout du fil. Je n'avais pas envie de fumer, je savais que ce n'était pas une bonne idée, mais l'envie était là, comme un vieux réflexe qui se réveille quand tout le reste sature. J'ai sorti le paquet. À ce moment-là, mon chien a réclamé mon attention. J'ai posé les cigarettes machinalement, sans réfléchir, puis je me suis occupé de lui. Quand je suis revenu pour prendre une cigarette, le paquet avait disparu. Mon appartement est très petit. Il n'y a pas 50 endroits possibles. J'ai commencé par les lieux évidents. Le canapé. La table basse. Le plan de travail de la cuisine. Le rebord de la fenêtre. J'ai refait le tour une deuxième fois, puis une troisième. Rien. J'ai alors commencé à vérifier des endroits absurdes. La salle de bain. Les étagères. Le sol, à 4 pattes. Toujours rien. Plus je cherchais, plus l'envie de fumer s'effaçait, remplacée par une irritation sourde. Je savais que je les avais sortis. Je savais que je ne les avais pas jetés. Je n'étais pas ivre, pas fatigué au point d'oublier un geste aussi simple. Pourtant, elles n'étaient nulle part. Je suis retourné vers l'endroit le plus évident de tout l'appartement. Mon bureau de travail. Un endroit très éclairé, dégagé, que j'avais déjà inspecté plusieurs fois sans rien y voir. Et cette fois, elles étaient là. Le paquet de cigarettes et le briquet se trouvaient au bord du bureau. Tous les deux parfaitement droits. Posés à angle droit par rapport au bord de la table. Debout. Alignés. Comme placés volontairement pour attirer le regard. Je me suis figé. Je suis quelqu'un de très maladroit. En 25 ans à fumer, je n'ai jamais posé un paquet de cigarettes debout. Jamais. Encore moins un briquet. Rien que l'idée de réussir ça par accident me semble impossible. Si je les avais posés normalement, le paquet aurait été à plat, avec le briquet posé dessus. Si j'avais été distrait, ils auraient été couchés sur le côté. Mais jamais comme ça. Jamais propre. Jamais organisé. Ce bureau avait été vide de tout objet lié aux cigarettes quelques minutes plus tôt. J'en étais certain. Et maintenant, ils étaient là, comme un rappel silencieux. Comme si quelque chose me disait de ne pas oublier. Ou peut-être de me souvenir. Je ne les ai pas pris tout de suite. Je les ai regardés pendant un long moment. Puis j'ai ressenti une chose étrange. L'envie de fumer avait complètement disparu. J'ai rangé le paquet ailleurs, assis cette fois, volontairement à plat, et j'ai quitté la pièce. Cela s'est produit lors d'un voyage au Mexique, au mois de mai cette année. J'attendais à l'extérieur pour obtenir un permis temporaire d'importation de véhicules. Rien de particulier ne se passait, j'étais simplement debout, à patienter, quand j'ai baissé les yeux presque par réflexe. C'est là que j'ai remarqué l'ombre d'un arbre sur le sol. Immédiatement, quelque chose m'a semblé anormal. L'ombre n'était pas floue comme une ombre classique, ni nette. Elle donnait l'impression d'être décomposée, comme si elle était pixelisée ou mal mise au point. Les taches de lumière qui passaient à travers les feuilles formaient des cercles réguliers, mais les zones sombres entre elles étaient étrangement découpées, presque carrées, avec des bords adoucis. Ce n'était pas une illusion passagère. Plus je regardais, plus la sensation devenait inconfortable. J'ai ressenti un léger vertige, comme quand on essaie de fixer quelque chose qui refuse de devenir net. La sensation était comparable à celle de regarder très loin à l'horizon, sauf que là, le sol était à quelques mètres sous mes yeux. Mon cerveau semblait chercher un point de référence et n'en trouvait pas. J'ai cligné des yeux, détourné le regard, puis regardé à nouveau. L'ombre était identique. Ma première pensée a été qu'il se passait quelque chose avec le soleil. J'ai pensé à une éclipse partielle ou à un phénomène atmosphérique. J'ai regardé autour de moi pour voir si d'autres ombres avaient le même aspect. Rien. Les ombres des personnes,
des bâtiments et des autres arbres semblaient normales. J'ai même changé de place, me suis déplacé de quelques mètres, puis je suis revenu exactement au même endroit. L'ombre de cet arbre n'avait pas changé. Pour être sûr, je me suis approché d'un autre arbre, d'une espèce différente. Son ombre était parfaitement ordinaire. En revenant vers la première, l'effet était toujours là. Il n'y avait aucune transition, aucun moment où l'ombre redevenait normale. Elle restait figée dans cet état étrange, comme si elle obéissait à d'autres règles que le reste de l'environnement. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo du sol. Je n'ai pas pensé à photographier l'arbre lui-même, seulement cette ombre qui continuait à me mettre mal à l'aise. À ce moment-là, on m'a appelé pour reprendre la procédure administrative. J'ai levé les yeux une dernière fois, puis j'ai dû partir. Plus tard, j'ai cherché s'il y avait eu une éclipse ou un événement solaire ce jour-là. Je n'ai rien trouvé. J'ai aussi comparé avec des images et des explications sur les ombres projetées par le feuillage. Rien ne correspondait vraiment à ce que j'avais vu. L'ombre n'avait jamais changé, ni disparu, ni retrouvé une apparence normale pendant tout le temps où je l'ai observé. Pour commencer, je suis une femme de 25 ans. J'aime parcourir des sentiers, je n'appellerais pas vraiment ça de la randonnée parce que c'est la Floride, mais tu vois ce que je veux dire. J'aime marcher dans les bois. J'ai récemment emménagé dans un nouvel appartement en septembre et depuis un mois environ, j'essaie de trouver de bons sentiers où me promener. J'en ai finalement trouvé un. Les premières fois, j'y suis allé avec le chien de mon petit ami. Ce n'était pas un sentier difficile mais il était long. Il est entouré d'arbres et de beaucoup d'écureuils, et il mène aussi à un joli point de vue sur les marais, vraiment très beau. Bref, dimanche dernier, il faisait un peu frais et il avait plu par intermittence toute la journée. Mon petit ami et moi nous étions disputés, alors j'ai décidé d'aller marcher. Le départ du sentier est à environ 15 minutes de chez moi, ce n'est vraiment pas loin. Quand j'arrive, j'enfile mes chaussures, je déteste conduire avec des chaussures, je mets ma veste et j'ai toujours un couteau sur moi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai mes écouteurs dans les oreilles et je pars. Tout était normal, je savais exactement où j'étais et où j'allais. Il y a une bifurcation sur le sentier avec un panneau et une carte indiquant « Vous êtes ici » et les différents chemins possibles. J'ai même pris une photo de la carte au cas où. J'ai décidé d'aller à droite, je voulais rejoindre le point de vue sur les marais. J'y suis arrivé comme d'habitude et cela a pris environ 30 minutes, souvenez-vous que j'ai dit que le sentier était long. Je suis resté là-bas environ 20 à 25 minutes, à écouter ma musique et à regarder autour de moi. Il pleuvinait encore mais c'était étrangement relaxant, j'en avais besoin. C'est à partir de là que les choses deviennent un peu étranges. Je suis adepte des théories du complot et je crois aux bugs de la réalité, aux portails et à tout ce genre de choses. Mais rien ne m'était jamais arrivé au point d'ancrer vraiment cette croyance, jusqu'à dimanche dernier. As-tu déjà entendu dire que lorsque des arbres sont parfaitement alignés l'un en face de l'autre sur un sentier, c'est un portail? Que si tu passes entre eux, tu entres dans une autre dimension ou quelque chose comme ça. J'ai toujours plaisanté quand je voyais des arbres parfaitement alignés en disant « Et regarde, un portail » et personne ne comprenait vraiment, mais tant pis. C'est toujours resté dans un coin de ma tête depuis que j'en ai entendu parler, je n'ai simplement jamais pris ça au sérieux. Sur le chemin du retour vers ma voiture, j'ai repris exactement le même sentier que pour aller au point de vue. Je dansais sur ma musique et j'avais l'écoute ambiante activée, ce qui me permettait aussi d'entendre la pluie tomber sur les arbres. Cette fois-là, j'ai remarqué des arbres parfaitement alignés et je suis passé entre eux en marmonnant portail, sans y penser, je le fais tout le temps. Environ 15 minutes après le début du retour, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Ça ne me dérange pas de m'accroupir, alors c'est exactement ce que j'ai fait. C'était la forêt, j'étais seul, donc bon. J'ai quitté le sentier sur la droite sur environ 3 mètres, je me suis mise derrière un arbre, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis revenu sur le sentier par le même chemin et j'ai continué dans la même direction qu'avant, ce qui signifiait tourner à droite en sortant des bois. J'ai continué à marcher dans la même direction mais quand j'ai commencé à faire attention, tout était différent. Il y avait un banc sur ma gauche, à quelques mètres devant moi, qui n'était pas là avant.
Ensuite j'ai remarqué que les feuilles étaient d'un vert très vif, alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant. J'ai continué à marcher et j'ai vu beaucoup de bancs le long du sentier. Il y avait des arbres aux formes étranges que je ne reconnaissais pas et honnêtement, j'ai continué sans trop stresser. Je n'ai pas sorti mon téléphone pour vérifier parce que j'étais sûr de moi concernant ce sentier. Je le connaissais par cœur, ou du moins c'est ce que je croyais. Finalement, je suis arrivé sur une petite passerelle en bois. J'imagine que le sol devait être très humide à cet endroit et qu'ils ont dû construire la passerelle pour ça, mais malgré tout, je ne l'avais jamais vu auparavant. C'est là que j'ai commencé à vraiment flipper. J'aime les choses étranges et même si j'étais un peu mal à l'aise, j'ai continué à marcher en observant mon environnement. J'ai marché encore une vingtaine de minutes avant d'arriver sur un parking menant à un autre sentier que je n'avais jamais vu, même en faisant des recherches sur les sentiers autour de chez moi, et dont j'ignorais totalement l'existence. C'est à ce moment-là que j'ai enfin sorti mon téléphone et regardé la carte. J'avais marché 45 minutes dans la direction opposée. Comment ? Je n'en sais rien. J'avais pris exactement le même chemin qu'à l'aller pour le point de vue et maintenant j'étais à 45 minutes de ma voiture. Je suis resté confuse pendant 1 ou 2 minutes avant de me dire que je devais simplement faire demi-tour, vérifier ma carte pour être sûr d'aller dans la bonne direction et espérer arriver de l'autre côté. Après 45 minutes de marche, j'ai finalement retrouvé ma voiture. J'y pense beaucoup depuis que c'est arrivé. La sensation que j'avais dans le corps pendant que mon cerveau essayait de comprendre où j'étais était déroutante mais calme. Je ne me suis pas senti en danger. Je n'en ai parlé qu'à ma meilleure amie et elle est d'accord pour dire que c'est étrange, parce que je suis une grande habituée des sentiers. Je ne me perds pas en randonnée, je connais les règles et je les respecte. Alors comment ai-je pu me retrouver sur un sentier dont j'ignorais l'existence ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre ? Est-ce que je suis folle ? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.